Débriefing du Grand Prix de Monaco sur F1 TV avec évidemment beaucoup de choses à raconter, à évoquer, mon cher Yves, à commencer évidemment par ce formidable one-man show de Nico Rosberg. On parlera évidemment de cette fameuse polémique, l'histoire des tests avec Pirelli. Ça fera l'objet d'une séquence séparée. Mais malgré tout, je pense qu'on peut dire que l'enfant du pays, parce que Nico, c'est vraiment, il est plus monégasque qu'allemand ou finlandais ou quelle que soit sa nationalité, eh bien, était fidèle, présent à un rendez-vous qui était pris de longue date quelque part. C'est vrai parce que bon, il a grandi à Monaco, ce garçon est polyglotte, il est vraiment un garçon très intelligent. Et ces derniers temps, on se demandait, est-il vraiment aussi bon qu'on l'a dit au début de sa carrière? Et là, il met tout le monde d'accord, il a été le plus rapide dans les 3 séances d'essai, il domine Hamilton, ce qui n'est pas peu dire, et il fait une magnifique victoire, cavalier seul, il n'a pas été du tout inquiété par les Red Bull. Chaque fois qu'il y avait un safety car ou quoi que ce soit, il prenait le large. Il a été maître de son sujet. Belle victoire. Ouais, il a vraiment fait un sans faute, Nico. Il était attendu. C'est quand même la 3e pole position consécutive pour lui, la 4e pour Mercedes. On savait que sur ce circuit, a priori, le paramètre pneumatique jouerait beaucoup moins les problèmes. Il rencontrerait beaucoup moins les problèmes qu'ils ont eu évidemment auparavant à Bahreïn ou à Barcelone, où c'était un peu pathétique de les voir plonger dans le classement, incapables de gérer les pneus. Ici, ça s'est bien passé. Alors Nico, il a juste eu un moment, d'abord c'est en qualif évidemment, c'est là qu'on fait 50% du boulot à Monaco, c'est connu. Mais il a eu une petite inquiétude, c'est au départ. Il s'est un peu loupé au départ. Heureusement, il a le bon réflexe de fermer la porte à Vettel à droite. Et à gauche, Hamilton, bon, il pouvait venir à côté, mais sans vraiment avoir une chance de faire l'extérieur. Et une fois qu'on a fait le boulot, 50% en qualif et 49% à scène des votes. Oui, alors c'est vrai que le boulot est quasi fait, mais bon, il ne faut pas sous-estimer non plus parce que les conditions étaient changeantes, il y a eu pas mal d'accrochages qui ont remis les choses un peu à plat. Il faut garder son calme, il ne faut pas faire d'erreurs parce qu'on sait qu'à Monaco, les erreurs se payent cash. Il ne les a pas faites et bon, pour moi, c'est vraiment un tout beau vainqueur. Concentration maximale. Et puis, ce qui était formidable, c'est de voir que voilà, il avait rendez-vous avec son destin ce week-end, Nico Rosberg. Et comme tu dis, on se posait encore des questions sur est-il sous-estimé ou au contraire surévalué. Bon, on l'a vu chez Williams. Il était avec Mark Webber la première année. Bon, c'était sa toute première saison. Mais enfin, rappelez-vous, son premier Grand Prix à Bahreïn, il arrive, boum, record du tour, et il est dans les points. Après, bon, il a fait son apprentissage. C'est sûr que Williams n'était pas au top. Il s'est retrouvé que Nakajima ou je ne sais plus qui, difficile de comparer, de faire des comparaisons. Mais bon, les 3 années avec Michael Schumacher, bon, clairement, on ne sait pas si c'est Schumacher qui avait un coup de vieux ou si c'est Nico qui était au top. Mais là, avec Hamilton, ça me paraît assez clair. La contre-performance, quelque part, de Lewis Hamilton, Ziv, tu la vois comment, toi? Mais il faut mettre ça sur le compte du fait qu'il a grandi chez McLaren. Il y a une philosophie de conception de la McLaren et il arrive dans une nouvelle équipe, une voiture qui se comporte tout à fait différemment que ce dont il avait l'habitude. Donc il faut lui laisser un tout petit peu le temps. Il est compétitif, mais il est dominé un tout petit peu ces derniers temps par Rosberg. Mais il ne faut pas diminuer les mérites de Rosberg. Rosberg domine Hamilton. Hamilton est vraiment un top pilote, vraiment des 3 meilleurs pilotes, donc il faut le faire. Et puis, petit clin d'œil de l'histoire, c'est à peu près 30 ans, jour pour jour, depuis la victoire de Keke Rosberg, son papa, sur ce même circuit de Monaco, aussi dans des conditions fort piégeuses. Et donc, ça fait 30 ans, et c'est un joli clin d'œil de l'histoire. Et c'est la toute première fois que père et fils remportent Monaco. Ça n'était jamais arrivé auparavant dans le palmarès. Mais je reviens sur Hamilton parce que je ne suis pas d'accord avec toi, Ziv. Hamilton, pour moi, il a été très décevant ce week-end parce que je m'attendais. Hamilton, c'est un acrobate et sur Monaco, normalement, il doit être au rendez-vous. Il n'y était pas. Alors, il n'y était pas, c'est dur, parce qu'il y a un 10e d'écart entre lui et Nico en qualif. Oui. Mais c'est le 10e de trop, quoi. Voilà, enfin, un 10e, c'est même pas ça, je crois. Enfin, c'est un fifrelin. Mais on ne le sentait pas à l'aise, Hamilton.
je dirais presque qu'il n'avait pas le moral. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet Roscoe, hein, parce que notre nouveau chroniqueur sur F1i.com, le célèbre Roscoe Hamilton, vous avez sans doute lu ses aventures. Non, mais c'est vrai que le côté... D'ailleurs, il y avait des sujets là-dessus dans la presse tabloïde anglaise ce week-end, c'est est-ce que Hamilton n'est pas distrait par son style de vie et qu'il est insuffisamment concentré sur son job. Bon, ça reste un professionnel, mais c'est vrai que moi, à Monaco, j'ai été déçu de sa contre-performance. En qualif, non, parce que c'est vrai qu'on peut difficilement discuter pour ce petit dixième, même s'il était dominé dans toutes les séances par Rosberg, mais en course, où là, en plus, il n'écoute pas la radio, enfin, il tient pas compte de ce qu'on lui dit, il était 2-3 secondes derrière Nico, il arrive 11 secondes après dans les stands, alors que son ingénieur lui dit 6 secondes. Bon, alors c'est des problèmes de communication, mais c'est là qu'il perd le podium, quoi. Et ça coûte cher, quand même. C'est vrai qu'on a l'impression que sa concentration n'est pas la même que quand il était à son apogée en 2007-2008, où vraiment, il ne pouvait rien faire de mal. Ici, on a... effectivement l'impression, il y a son chien, il y a son look de rappeur, il y a sa copine qui est un peu rock'n'roll. On a l'impression que son focus, comme disent les Anglais, n'est pas à 100%. Voilà où Alonso, voilà où Vettel, voilà où Rosberg ce week-end font la différence. Moi, j'ai trouvé que le contraste entre Rosberg, qui respirait la confiance, qui avait une pêche d'enfer, et qui était à la maison, et qui connaît la boutique, et il a tenu la boutique, et Lewis Hamilton, lui, je l'ai trouvé un peu éteint, un peu, en manque de confiance, justement, ce qui ne lui ressemble pas. C'est vrai que depuis le début du week-end, on sentait que c'était le week-end de Rosberg. C'était le week-end de Rosberg, on le sentait, de séance après séance, il était... on the ball, il était vraiment, c'était lui qui allait faire la pole, on le savait, on le sentait, et il avait fort à faire parce que les Red Bull étaient très compétitives, Vettel n'était jamais loin, donc il n'avait pas le droit à l'erreur. Il a battu les Red Bull, pas mal. Oui, c'est vrai, parce que les Red Bull, bon, ok, Vettel, il faisait un peu le sourire en W à l'arrivée, même si c'est lui le grand bénéficiaire du week-end, finalement, parce qu'il ramène des gros points, là où Alonso, Raikkonen ont laissé des plumes. Mais Vettel, quand même, on le sentait un peu déçu. Moi, je pensais que Mark Webber allait peut-être l'inquiéter, parce que sur Monaco, on sait que Webber est particulièrement compétitif. Il était devant jeudi. Et puis finalement, non, Vettel était là. Donc chapeau à Vettel, parce qu'en course, lui aussi, il bouge pas un cil et il ramène 18 points, ça vaut cher. C'est vrai que Vettel, c'est un gagnant et il ne se satisfait que de la victoire. Alors effectivement, deuxième, pour lui, c'est peut-être une petite déception. Mais d'un autre côté, c'est comme ça qu'un championnat se construit. Là, il a vraiment pris le large, il n'arrête pas de marquer des gros points. Pour Webber, c'est vrai qu'il a toujours été compétitif à Monaco, seulement on a l'impression que ces quelques derniers Grands Prix, il sait que la messe est dite, que le championnat, c'est Vettel qui va le jouer et que lui, il doit être son coéquipier modèle, ce qu'il a fait. Oui, et bon, modèle, je demande à voir. Il a peut-être perdu un peu de son tranchant, il savait très bien que... il devait assurer la 3e place et surtout prendre des points à Alonso et à Kimi. Ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Alors justement, Alonso et Kimi, on commence par qui? On va dire Kimi, puisque c'est Kimi qui était devant en qualif. On attendait évidemment les Lotus au tournant. Finalement, un peu moins tranchant un peu moins performant, disons, que escompté, même si on n'avait pas vraiment de lisibilité là-dessus. Et Kimi en course, alors la course, évidemment, c'était à la queue leu-leu, c'était un train-train. Kimi a essayé d'être opportuniste, mais franchement, il n'a pas pu faire grand-chose. En revanche, il y a eu ce souci avec Sergio Pérez là, en fin de course qui a un peu plombé sa course. Mais j'ai été bluffé, je dois dire, par la remontée de Kimi dans les 3 derniers tours, quand il a remis des super softs, il est repassé par les stands. Et là, les dépassements, on ne les a pas vus dans la Real Télé. Moi, je les ai vus quand même parce que Canal les a proposés, la BBC aussi, en caméra embarquée. Et là, je peux vous dire que c'était du grand Kimi, ce qui lui permet de conserver son record de longévité dans les points. Là, on a 24 Grands Prix dans les points, quelque chose comme ça. C'est inimaginable. Il est toujours là, il aurait dû toujours être là, parce que c'est vraiment clair que sur ce coup-là, Pérez, il a été flamboyant pendant tout le Grand Prix, et moi j'ai bien aimé Pérez sur ce Grand Prix-ci, mais sur le dépassement de Kimi, il était un peu optimiste. C'est clair. Et donc après, Kimi nous a bluffé, parce que c'est inimaginable, il revient du diable au Vauvert, et il termine, il arrive, il était 16e, je me retourne, il est 10e, et pas seulement ça, c'est que dans le dernier tour,
il passe Hülkenberg et il lui met 6 secondes. Il fait l'extérieur à Hülkenberg dans Sainte-Dévote. Bon, alors il était en super soft 9, hein, les autres étaient au bout du roule. Mais voilà, c'était du grand Kimi. Et alors on parlait du lifestyle de Lewis Hamilton. Kimi, pareil, hein, parce qu'il était sur son bateau avec ses copains, je peux vous dire que ça ne buvait pas que de l'eau. Mais il fait le boulot. Et lui, en tout cas, il est d'une régularité exemplaire et il est toujours là, il n'a rien lâché. Quel contraste malheureusement avec Romain Grosjean, son équipier. On en reparlera évidemment dans le débriefing des Français qui va suivre sur FAI TV. Encore un mot sur les Force India, parce que ça a vraiment été l'exploit du week-end. C'est peut-être Adrian Sutil finalement. Oui, extraordinaire, parce que ces dernières courses, on pouvait quand même se demander s'était-il endormi ou pas, parce que Di Resta avait vraiment pris le dessus sur lui. Et là, mais il marche toujours bien à Monaco, il se sent à l'aise, il a toujours bien aimé ce circuit. Et là, il accroche une 5e place qui est vraiment une grosse 5e place, une magnifique. C'est exceptionnel pour Force India, c'est vrai. Alors, Sutil, bon, c'est en qualif déjà qu'il va chercher la perf, même si Di Resta n'était pas content de sortir en Q2 suite à un malentendu à la radio par rapport au timing des arrêts. Hein. La gestion de Q1, Q2, Q3, c'est quand même pas évident. Et sur un circuit comme Monaco, où le trafic, on sait ce que ça coûte. Bon, bref, Di Resta, il faisait vraiment la tronche et il y avait de quoi, je pense, parce que le potentiel de la Force India était là. Sutil l'a démontré. Di Resta aussi en course, hein, parce qu'il fait une belle remontée en course. Il termine 9e. Et Sutil réussit des dépassements impressionnants en course. Hein. Oui, ça a été formidable. Que ce soit au Leuves, que ce soit à Sainte-Dévote, franchement, il a fait mieux que Pérez, quoi. Hein, parce que tout le monde a dit waouh Pérez, mais enfin Pérez il finit quand même par se mettre dehors et par mettre Kimi dehors au passage. Pérez il y allait au culot, en force, parce que rien à perdre et qu'il sait qu'il attaque des gars qui jouent le championnat et qui vont peut-être plutôt laisser de la place qu'autre chose. Sutil a eu des dépassements, je trouve, qui étaient opportunistes, qui étaient habiles. Oui, ça j'aimais bien, parce que Pérez, il était flamboyant, et on se disait, mais ok, si c'est pas cette fois-ci, c'est la prochaine fois, il se met dans le mur, tandis que Sutil, il était clinique. Et ça, j'adore, c'est que c'est quelqu'un qui ramène la voiture à l'arrivée, ramène des gros points, Force India en a besoin, et là, les deux voitures sont dans les points, 5 et 9, Vijay Mallya doit être satisfait. Moi, ça me bluffe, franchement, Force India, ce qu'ils arrivent à faire. Quand on voit McLaren, Mercedes, quand même, hein, c'est leur fournisseur, soi-disant. Et alors, bon, ils ont mis les deux voitures en Q3 chez McLaren. Il y a du progrès. On considère ça comme un progrès. Ça devrait être normal, mais c'est la première fois cette saison. Et puis, bon, Jenson n'était pas très content non plus. Il pensait qu'en qualif, il y avait moyen de mieux faire. Bon, il n'était pas content de se retrouver une demi-seconde derrière Pérez, ça on peut le comprendre. Mais il n'a pas exploité la qualif comme il aurait voulu. Et en course, il y a eu cette rivalité qui est inhérente maintenant à cette équipe McLaren et qui va nous amuser encore pour le restant de l'année, je pense, parce que entre Pérez et Button, on sent qu'il y a une vraie concurrence. Oui, deux styles tout à fait différents, et puis ça ne plaît pas tellement à Button que Pérez prenne la mesure de lui ces derniers temps. Hein. On sent une montée en puissance. En début de saison, Pérez n'était pas là, il avait du mal à prendre ses marques, mais ça fait 2 Grands Prix que Pérez, il me plaît bien, il est sympa, il y a quelque chose qui se passe dans le peloton quand il est là, et il n'a pas de complexe vis-à-vis de Button. Il est jeune, il a beaucoup à apprendre de Button, mais là, Button peut quand même se faire des soucis parce qu'en vitesse pure, Pérez a l'air d'avoir pris la mesure de lui. Oui, même si moi je suis un peu sceptique sur Pérez et je voudrais pas que... Voilà, il ne se fait pas que des amis. Hein. Je peux vous dire que là, dans le peloton, entre Alonso, Raikkonen, franchement, il n'aura pas de cadeau à l'avenir, donc il doit quand même se méfier. Mais c'est vrai qu'il a c'est la fougue, c'est la jeunesse. 23 ans, et voilà, on n'est pas en Formule 1 pour se faire des amis, on est en Formule 1 pour passer devant l'autre. Moi, je m'en réjouis. J'imagine qu'on va parler d'Alonso, parce que moi, je suis déçu, évidemment, des performances des Ferrari. Alonso, j'étais tout le temps en train de me dire, il y a un pépin technique, c'est pas possible, il roule à reculons. Apparemment, il était tétanisé un tout petit peu par l'enjeu, dit-il lui-même, c'est-à-dire que quand on se bat avec quelqu'un qui n'a que 3 points au championnat, bon, voilà, cette personne-là va prendre tous les risques, alors que lui, il est déjà enfin mathématicien en train de se dire, il faut que je prenne des points à chaque coup. Et là, bon, la Ferrari était loin du compte, et c'est un peu dommage parce qu'Alonso est maintenant largué au championnat vis-à-vis de Vettel. Enfin, largué, quand même, il y a plus qu'une victoire
de différence. Et bon, il faudra la rattraper, cette victoire. Il y a 12 ans que Ferrari n'a pas gagné à Monaco. Hein, donc, c'est pas un hasard. Ferrari, ils n'étaient pas là. Ils étaient, hein, quand on se souvient de Barcelone, on pensait qu'en course, il serait mieux le dimanche que le samedi, comme d'habitude. Et puis là, non. Alors, évidemment, parce qu'on est dans ce petit train et qu'on ne dépasse pas à Monaco. Sauf, effectivement, des petits jeunes ou des pilotes qui n'ont pas grand-chose à perdre, hein, que ce soit Pérez ou Setil. Fernando, évidemment, il n'allait pas aller au contact avec des gens comme ça parce que lui, il sait qu'il faut ramener des points. Alors même si c'est pas beaucoup de points, parce que finalement, hein, c'est pas terrible le résultat final, même si c'est pas beaucoup de points, eh bien, au décompte final, ce sera peut-être utile. En tout cas, Alonso a fait le boulot. Massa, en revanche, lui, il s'est fracassé deux fois pareil. La première fois, on nous dit non, c'est pas de la faute de Ferrari, c'est la faute de Massa. Et puis, comme par hasard, le lendemain, on dit une défaillance mécanique, pauvre Felipe. Tu comprends quelque chose? Non, là, il se plante deux fois de la même manière, et c'est clair que bon, c'est un excès d'optimisme, un manque de contrôle de sa voiture. Chez Ferrari, son sport, parce que bon, on est encore en début de saison et qu'on parle pas encore de son remplacement. Alors, ils prennent un peu de la faute sur eux pour pas l'accabler. Mais Massa est vraiment passé à côté de son week-end. C'est très curieux ce qui lui est arrivé quand même, parce que c'est deux fois la même chose, même si on nous dit que c'est soi-disant pas la même chose. C'est vrai que dimanche, j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être une défaillance de frein. En tout cas, il bloque tout. Et sur cette même bosse, alors peut-être question de réglage un peu différent d'Alonso, de trajectoire légèrement différente, il suffit de peu de choses. Hein, parce qu'il faut bien se dire que la ligne droite à Monaco, elle n'est pas du tout droite, hein, déjà. Et que ces bosses sont gênantes, juste dans le freinage. Alors si on a une auto qui est un peu plus basse, qui talonne un peu, parce que voilà, entre Alonso et Massa, la répartition des masses n'est pas tout à fait la même, parce que les pilotes n'ont pas la même morphologie, ça peut jouer sur vraiment très peu de choses, et là on a l'impression qu'ils talonnaient et qu'ils perdaient la direction. Enfin bon, ça nous a valu un carton spectaculaire. Il y a aussi eu celui évidemment de Maldonado avec Chilton. Bon, ça c'est Monaco, c'est le trafic, c'est des rookies qui, voilà, hein, Chilton, c'est là qu'on se rend compte quand même des limites du garçon. Et voilà, quand on loupe une chicane et qu'on n'est pas dans le rythme et que voilà, on arrive au bureau de tabac, ça passe à 2,40, ça passe pas à 2 de front, c'est QFD. Oui, bon, moi je pousse quand même un ouf de soulagement. Ces deux accidents, comme tu disais, Massa et Maldonado se terminent très bien. Et bon, là, on peut vraiment remercier Sid Watkins et Gary Ashton après, enfin tous ceux qui ont œuvré. Et les gens de l'Automobile Club. Hein, tous ceux qui ont œuvré pour la sécurité de ce circuit, parce que normalement, des cartons pareils, on se fait mal. Là, ils ne se sont pas fait mal, tant mieux. C'est vrai que les rookies souvent paniquent dans ces cas-là, et alors ça peut être dangereux, mais également, bon, Maldonado, quelque part, s'il y avait un pari à prendre, c'est oui, il va se cracher durant le week-end, et bon, effectivement, on pouvait s'y attendre aussi. C'est clair que Pastor, c'est un acrobate, il est toujours très vite à Monaco, mais là, la Williams, elle n'était pas au niveau, du coup, eh bien, il y a la frustration, et alors on peut aussi commettre des erreurs. Bref, Miracolo à Monte-Carlo, c'était un chouette Grand Prix malgré tout, et on se retrouve demain sur F1 ITV pour évoquer, évidemment, les performances et les contre-performances des pilotes français.